Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonne fête et bonne année. Bienvenue à la séance de suivi pour les questions et réponses pour la rédaction de propositions, deuxième partie, parcourir la demande d'ADP d'IRCC. Je suis Adèle Merhem. Merci de noter que la rencontre d'aujourd'hui sera enregistrée et elle sera disponible sur le site web du projet la semaine prochaine. Vous pouvez télécharger la présentation d'aujourd'hui sur le site web du projet et nous allons partager le lien avec vous dans la boîte de clavardage. Tout d'abord, nous aimerions mentionner quelques éléments pratiques de participation et de soins de soi-même. OCACI est engagé à promouvoir la participation complète de tous les participants et participantes, incluant les personnes vivant avec un handicap. La rencontre d'aujourd'hui sera modérée en anglais et vous aurez accès à l'interprétation simultanée vers le français, vers la langue américaine des signes et vers la langue des signes québécoise. Vous avez aussi accès aux sous-titres. Si vous voulez activer l'interprétation simultanée en français, allez au bas de votre écran Zoom et cliquez sur le bouton Interprétation. Il s'agit de l'icône globe, puis cliquez sur Français. Dans le même onglet, en cliquant sur l'icône globe, vous pouvez cliquer sur Watch, Regarder, et vous pouvez choisir ASL pour la langue des signes américaine ou FSL pour la langue des signes québécoise. Si vous voulez activer les sous-titres, vous pouvez cliquer sur l'icône CC au bas de votre écran Zoom. Nous encourageons tous les participants et participantes à partager leurs questions sur Slido. Vous pouvez aller sur le site web Slido et entrer le code que vous voyez à l'écran, ou vous pouvez cliquer sur le lien que nous allons partager avec vous dans le clavardage d'ici peu. Vous pouvez aussi balayer le code QR que vous voyez à l'écran. Nous allons vous accorder quelques secondes pour balayer le code QR à l'écran avec votre téléphone portable. Si les fonctionnalités qui ont été mentionnées vous posent encore problème, vous pouvez nous le faire savoir dans le clavardage et nous allons vous redonner les instructions. Prochaine diapo. La fatigue de Zoom est une réalité. N'hésitez pas à faire ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous avant tout. Restez présent et attentif à votre corps et à vos émotions. Merci de remplir le formulaire d'évaluation que nous distribuerons à la fin de la séance. Lorsque vous allez quitter la rencontre, votre navigateur web va s'ouvrir avec le lien vers le sondage. Merci de prendre le temps de remplir ce très court formulaire pour nous aider à améliorer les ateliers à venir. La reconnaissance des territoires. Je voudrais commencer en reconnaissant les territoires traditionnels des peuples de l'île de la Tortue. La terre sacrée sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui a été un lieu d'activité humaine pendant 15 000 ans. Nous reconnaissons la terre sur laquelle Okassi se trouve. C'est une terre traditionnelle de nombreuses nations, dont les peuples Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et ce territoire constitue aujourd'hui le foyer de nombreuses et diverses personnes issues des peuples des Premières Nations, Inuits et Métis. Ce territoire fait partie du pacte de la ceinture Wampum, un bol, une cuillère, qui est un accord entre les peuples Haudenosaunee, Ojibwe et leurs nations alliées, qui vise à partager la responsabilité de prendre soin des ressources autour des Grands Lacs. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le traité 13 signé avec les Mississauga de Crédit. Maintenant, j'aimerais vous présenter Kame Consulting. Il s'agit des modératrices de la séance du 21 décembre, Keisha Evans et Lisa Mellin. Keisha, à vous la parole. Merci, bon après-midi tout le monde et bonne année. Nous sommes très enthousiastes d'être ici aujourd'hui.
et d'avoir l'opportunité de continuer la portion du webinaire que nous n'avons pas couverte la semaine dernière. Nous allons vous parler de l'appel de proposition d'IRCC et du processus de candidature. Nous aimerions remercier OCACI pour l'initiative de renforcement des capacités et de formation pour des petites organisations dirigées par des personnes noires et racialisées. Je suis Keisha Evans, je suis l'experte conseil principale de Kami Consulting et avec moi Lisa qui est l'experte conseil en rédaction de subventions. Lors de notre dernière rencontre, le 21 décembre, nous avons parlé des différentes composantes du processus de candidature d'IRCC. Nous avons mentionné l'engagement d'IRCC vis-à-vis des immigrants, des migrants et des réfugiés pour fournir des services aux bons clients au bon endroit, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Nous avons partagé les deux programmes avec vous, les programmes d'établissement et les programmes de réinstallation. Nous avons parlé des deux volets de financement. Et il s'agit en fait de l'amélioration des services et autres. Nous vous avons ensuite montré un aperçu étape par étape pour la candidature. Nous avons parlé des considérations pour l'équité et l'inclusion et nous avons parlé d'autres aspects. Par exemple, les questions, euh, l'évaluation et autres. Aujourd'hui, nous allons parler du budget. Nous allons parler des documents obligatoires, de la page d'état de la demande, de la page soumettre la demande. Nous allons aussi parler des principes, cœurs et critères d'évaluation, de la notation du projet, de la stratégie de rédaction des propositions. Puis, nous allons répondre aux questions qui étaient sur Slido et nous allons aussi vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions supplémentaires. Encore une fois, ici, vous avez quelques dates clés, des dates clés qui approchent. La période de soumission des demandes a commencé le 14 novembre et elle prendra fin le 31 janvier 2024 à 17 h, heure de l'Est. L'objectif est donc de soumettre votre candidature avant le 31 janvier à 17 h. Et si votre candidature est retenue, le financement commencera le 1er avril et le 1er avril 2025 et vous pourrez ensuite recevoir un financement sur 5 ans jusqu'au 31 mars 2030. Bonjour tout le monde, merci Keisha pour cet aperçu. Donc ici, on voit le budget, c'est une section pour laquelle beaucoup de gens ont des difficultés. Donc nous allons essayer de réduire cela étape par étape pour que ce soit plus simple. Un budget bien structuré est une composante essentielle d'une demande de subvention à succès. C'est important de réviser en profondeur les lignes directrices de l'appel de proposition pour comprendre les exigences spécifiques. Rappelez-vous que les lignes directrices décrivent les dépenses qui sont admissibles au fonds de financement. C'est important de compléter toutes les sections qui s'appliquent à votre demande. Il y a des champs obligatoires et faites attention aux dépenses qui fluctuent au fil du temps. Par exemple, les salaires du personnel doivent prendre en compte une augmentation de salaire ou l'augmentation annuelle des salaires. Le budget final devrait être équilibré, ce qui signifie que les revenus attendus et les dépenses prévues doivent être les mêmes. Si vous payez un employé à temps plein 65 000 $ par an, vous allez devoir demander 65 000 $ par an de la part d'IRCC. Est-ce que nous sommes à la prochaine diapositive? Très bien.
Donc, tout d'abord, on va rentrer la période de début et de fin. Comme Kichel a mentionné, le processus de demande est actuellement en cours pour l'appel de proposition de 2024. Cependant, la période de financement ne commence que le 1er avril 2025 et elle va prendre fin le 31 mars 2030. Je répète cela car vous devez garder ces dates à l'esprit. Les dates de début du projet et de fin du projet, ainsi que les dates d'activité clés, vont vous permettre à planifier votre budget. Donc, vous allez indiquer ici votre date de début et de fin. Ce sera donc entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2030. Vous pouvez cliquer sur les icônes que vous voyez entourées en rouge, puis vous pouvez sélectionner le menu déroulant pour entrer vos dates. Si votre période de financement inclut une partie de l'année fiscale, mais pas l'ensemble de l'année fiscale, il faudra tout de même entrer la date de l'année fiscale au complet. Si ça commence le 1er avril 2025 et que ça finit le 31 mars 2028, il faudra qu'il y ait 3 années fiscales de 2025-2026, puis 2026-2027 et 2027-2028. Donc, dans le cadre de votre candidature, il y a des dépenses dans les catégories suivantes: la livraison du programme, l'administration, immobilisation et revenus. Il s'agit ici des catégories de dépenses. Vous allez peut-être devoir faire quelques recherches et avoir des informations de vos fournisseurs pour vous assurer que vous avez tous les détails dont vous avez besoin. Il faudra qu'il y ait des justificatifs détaillés pour chaque ligne de votre budget. Ce que vous faites, c'est que vous expliquez pourquoi chaque coût est nécessaire pour le projet et comment est-ce que ces coûts s'alignent avec votre budget, s'alignent avec vos buts plutôt. Il faut faire attention aux dépenses qui ne sont pas admissibles ou aux fonds qui n'auront pas lieu. Donc, ces fonds que vous détaillez ici ont déjà été mentionnés dans votre description de projet. Si vous faites une demande dans ces catégories, il faut que ces dépenses-là aient été présentes déjà dans votre description de projet. La portion admissible de la TPS-TVH et le cas échéant de la TVP devraient être calculés et présentés dans les coûts du projet proposé. Il y a une section dans le budget où vous pourrez mentionner les dépenses de TPS et TVH. Mais si, par exemple, vous voulez acheter un ordinateur portable ou du matériel de bureau, vous pouvez entrer le montant qui inclut les taxes. Et vous pouvez aussi entrer les coûts de livraison ou autres coûts liés à la maintenance, par exemple, du matériel de bureau. Ici, vous voyez une capture d'écran. Et cette capture d'écran vous montre où vous allez entrer les éléments de budget, comme les salaires, par exemple, et les prestations. Dans livraison du programme, Program Delivery, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant. Et vous aurez la liste des programmes admissibles et vous pourrez en choisir plusieurs. Il y a par exemple transport, service de garde, voyage, formation, recherche. Ici, nous avons sélectionné salaire et prestations salariales. Ensuite, vous pourrez entrer une description pour donner plus de détails. Ici, j'ai noté un FTE qui correspond à un employé temps plein.
Ensuite, dans le montant, j'ai entré 65 000. Il s'agit du salaire annuel. Cela inclut le salaire de base, les coûts salariaux et j'ai aussi inclus les prestations santé. Et dans la description, je vais détailler tous ces éléments. Dans ce budget, si vous allez sur la droite, vous pouvez aussi entrer d'autres éléments comme l'argent comptant, les donations. Vous avez peut-être des coûts liés à des ateliers ou des conférences et vous avez besoin de financement pour la location des salles. Si dans le cadre de votre projet, l'un de vos partenaires a accepté de payer la location, vous pourrez le mettre dans dépenses, mais dans les autres ressources, vous allez pouvoir entrer la valeur de la location si vous avez à payer pour cet espace. Par exemple, 2 000 $ ou 5 000 $. Lorsque vous entrez le montant, le total pour chaque année va être précalculé. Mais si votre projet a plusieurs années fiscales, dans la catégorie, ce ne sera montré que pour l'année fiscale qui est mise en lumière. Ce modèle de budget a un calculateur intégré et cela peut être utile si vous voulez calculer un pourcentage pour les frais administratifs, par exemple. La ligne frais administratifs est entrée par défaut. Donc, ici, vous n'êtes pas obligé de spécifier un montant. Vous pouvez entrer un taux, par exemple 15 % et le calculateur va calculer la portion reliée à ces frais-là. Bien sûr, il faudra enregistrer après avoir fait le calcul pour sauvegarder vos données. Moi, je vous encourage à sauvegarder très régulièrement, car après une courte période, je pense que c'est 20 minutes, le système vous déconnecte et vous allez perdre des informations qui n'auront pas été enregistrées. Nous allons passer à la diapositive 16. Ici, c'est une capture d'écran du budget avec plus de détails. Lorsque vous entrez des valeurs dans différentes lignes, vous allez voir une section montant total demandé. Si vous cliquez sur New ou Nouveau, vous pouvez rentrer une nouvelle ligne. Donc, on rentre les différentes lignes, on met la description, les montants pour la demande de proposition actuelle. Mais chaque année fiscale, il faudra refaire cette opération. Si vous avez 5 ans pour le financement, il va falloir entrer 5 années de dépenses. Ce que nous recommandons, c'est de remplir les sections livraison du programme, les frais administratifs, le capital et de l'entrer pour une seule année fiscale. Ensuite, vous cliquez sur le bouton copier et ensuite, vous pouvez avoir une année identique à celle que vous venez de créer et vous pourrez ensuite faire les modifications lorsque c'est nécessaire. N'oubliez pas de revoir vos différentes entrées, de les réviser et de sauvegarder. Revérifiez vos calculs et n'hésitez pas à faire des recherches lorsque c'est nécessaire. Au lieu de rentrer les montants de façon arbitraire, assurez-vous que les montants que vous entrez reflètent la réalité de votre budget.
Il faut que cela fasse du sens pour les bailleurs de fonds et pour vous et pour les gestionnaires de projets. Comme je l'ai déjà mentionné, si vous avez des partenaires qui feront des contributions financières ou en nature, vous devez ajouter les contributions par année fiscale provenant de chaque partenaire et vous devez les entrer en tant que revenus. Nous allons passer à la prochaine diapositive car il y a une capture d'écran. Ici, c'est une capture d'écran de la section revenus avant d'entrer un élément. Vous allez donc commencer par cliquer sur New, Nouveau, pour entrer une source de revenus. Le système vous permet de choisir un partenaire depuis l'outil de recherche de nom légal de l'entreprise, où vous pouvez entrer le nom manuellement. Ensuite, vous cliquez sur OK et vous sauvegardez. Et ensuite, vous pourrez calculer les contributions financières ou en nature de vos partenaires. Par exemple, vous avez un partenaire A et un partenaire B. Ils vont contribuer à la location de salles pour 3 ateliers et cela correspond à 300 $ pour partenaire A et 500 pour partenaire B pour chaque atelier et il y a 5 sessions. Vous allez rentrer chaque partenaire séparément. Pour le partenaire A, ce sera 300 fois 5 et pour l'autre partenaire B, ce sera 500 $ par 5, donc 2500 pour cette année et 1500 pour partenaire A. Vous allez aussi devoir entrer dans la section description, une description détaillée. Gardez cela bref, soyez concis, mais tout de même détaillé. Et vous allez ensuite répéter cette opération pour chaque année fiscale. Prochaine diapositive. La section budget inclut une question très particulière concernant l'argent que vous devez au gouvernement fédéral. Il faut répondre à cette question. Et vous devez donc dire, est-ce que vous devez de l'argent ou non? Et vous devez entrer cette information avant de pouvoir soumettre votre proposition. Donc, vous avez un menu déroulant. Si vous cliquez sur oui, vous allez être redirigé vers une autre page pour entrer le montant que vous devez. S'assurez-vous que le montant que vous entrez est correct. Si vous n'êtes pas sûr, moi, je vous conseille de contacter votre comptable et de le faire bien à l'avance. Nous en sommes donc à la fin de la portion allouée au budget. Maintenant, nous allons passer aux documents obligatoires. En ce qui concerne les documents obligatoires, c'est important d'insérer les règlements constitutifs et vos lettres patentes, donc de demande de brevet. Les règlements constitutifs sont vos lignes directrices internes, vos règlements internes. Et les lettres, en fait, établissent le statut juridique de votre organisme. Pourquoi est-ce qu'on vous demande cela? On vous le demande pour qu'il y ait de la transparence juridique et pour s'assurer que l'organisme est en conformité. Vous devez inclure votre rapport annuel le plus récent et vos états financiers les plus récents. L'organisme doit donc fournir ces documents les plus récents pour que les bailleurs de fonds puissent avoir un aperçu détaillé de votre organisme. Cette demande entre donc en cadre avec les mesures de conformité et de transparence pour s'assurer que les statuts financiers et juridiques de l'organisme puissent être revus et évalués.
Vous devez aussi téléverser un document qui détaille les noms des personnes qui sont au conseil d'administration. Ce seront les noms des différents administrateurs, leurs titres et postes. Et cela, c'est pour assurer la transparence, la conformité et la reddition de comptes et pour détailler la structure de l'organisme. Cela permet aux bailleurs de fonds de comprendre qui est responsable au sein de l'organisme et qui prend les décisions au sein de l'organisme. Les candidatures qui n'auront pas ces informations-là seront considérées comme des candidatures incomplètes et toutes les candidatures incomplètes seront retirées du processus. Vous n'aurez pas de suivi de la part d'IRCC. IRCC ne vous demandera pas de leur envoyer ces documents. C'est donc important d'avoir ces documents avant même de commencer votre appel de proposition. Ensuite, ici, vous avez la page de l'état de la demande. Cette page vous montre le statut de votre demande. Cela vous permet de faire le suivi de votre demande et de savoir où vous en êtes. Sur cette page, vous saurez ce qui est complété et ce qui est en cours et ce qui doit encore être complété. Et vous verrez ici les sections qui ont déjà été complétées et ce qui vous reste à faire. Maintenant, nous passons à la fin de la demande. Prochaine diapositive. Vous en arrivez à l'attestation. Ici, il s'agit donc d'une attestation qui confirme l'exactitude et la véracité des informations que vous avez fournies. C'est important de revoir, de réviser votre demande avant de la soumettre. Vous devrez ensuite sauvegarder et à la fin, cliquer sur Submit ou Soumettre. Donc, ça, c'est la fin de cette partie allouée au système, le système de demande de subvention d'IRCC. Maintenant, nous allons vous parler des principes cœur et des critères d'évaluation. Toutes les demandes seront évaluées par IRCC en se basant sur les principes cœur. Ces principes sont basés sur une analyse centrée sur le genre et ce seront des critères qui sont intégrés dans les projets afin de faire avancer la diversité, l'équité et l'inclusion pour les nouveaux arrivants en parcours divers. Et il s'agit ici de critères qui seront mentionnés dans les lignes directrices. Le cœur sont donc centrés sur le client. Ici, c'est le E qui équivaut à œuvrer pour les clients. Les programmes adaptés sont au profil particulier des clients. Il s'agit ici de comprendre les exigences, les attentes des clients. L'accent ici vise à prendre en compte les clients vulnérables. Ensuite, le C pour de cœur est centré sur les résultats. Ici, les programmes doivent être axés sur des données probantes en vue de garantir les meilleurs résultats à court et à long terme pour le client. Le U de cœur, le R plutôt de cœur vise à avoir des programmes réactifs. Ici, il s'agit de montrer quels sont les besoins qui seront pris en compte. Il faut que la demande de proposition soit personnalisée pour répondre aux besoins de ceux qui en ont le plus besoin. Et en dernier, le U équivaut à utilisation efficace des ressources. Ça devrait démontrer l'efficacité dans les ressources, les utilisations des ressources. Cela comprend
les différentes limitations budgétaires, de temps et aussi les ressources disponibles. Surtout les partenaires stratégiques et tout élément qui pourrait améliorer les résultats souhaités. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous présenter comment votre projet est noté. Alors, vous allez recevoir une note sur 100 points de l'IRCC. Si vous êtes capable de répondre aux principes à cœur, seront évalués par la suite et vont être décortiqués dans 3 parties. Alors, la première partie porte sur la pertinence du projet. Ça vaut 40 de votre note. Pour obtenir tous les points, cela veut dire que vous avez besoin d'avoir démontré qu'il y a un besoin pour ce projet ou ce service au sein de votre communauté ou votre région ou à niveau national. Vous pouvez utiliser des statistiques, des données, des renseignements suite à l'évaluation de besoins ou d'un examen de conjoncture pour pouvoir démontrer que votre projet est pertinent et pour démontrer que votre projet s'arrime avec les priorités de l'IRCC pour répondre aux besoins de la clientèle au moment opportun. Maintenant, le potentiel du succès. Ça, c'est là, représente aussi 40 de la note du projet. Ici, vous allez être évalué pour démontrer que vous êtes capable d'utiliser une méthodologie d'évaluation de projet. Alors, par exemple, est-ce que vous avez utilisé des sondages, des entretiens, peut-être des formulaires d'évaluation, un produit ou peut-être une appli pour pouvoir recueillir des données pour pouvoir mesurer les résultats de vos propres programmes. Vous pouvez aussi évaluer si votre projet, ça rime avec les renseignements de projet qui sont offerts dans la section 3 de vos résultats dans votre demande que vous allez déposer. Lorsque vous répondez à cette section, vous allez comprendre quels indicateurs seront utilisés pour pouvoir identifier le progrès pour atteindre les résultats désirés. Vous allez parler des méthodologies, des outils que vous allez utiliser pour pouvoir obtenir les indicateurs et avec quel délai ces résultats seront inscrits et comment ces indicateurs vont aider à informer le progrès continu de votre projet. Alors, essentiellement, vous serez noté pour voir si votre plan démontre la capacité pour pouvoir organiser des activités, de surveiller la performance et aussi pouvoir évaluer les résultats du projet. Et la dernière partie porte sur le 20 de la note du projet, porte sur le rapport de coût-efficacité. L'IRCC va évaluer votre budget pour pouvoir si vous êtes capable de démontrer une approche financière viable pour pouvoir préparer un budget pluriannuel. Alors, au-delà du modèle, ils vont examiner la manière dont que vous avez utilisé des ressources internes et externes. Cela comprend, par exemple, des revenus ou re- des dons, entre autres. Alors, si le demandeur principal est capable de démontrer qu'ils sont capables de livrer des projets de grande envergure, cela va être important à démontrer dans la section 6 de votre demande. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, une note pour évaluer l'intégration de l'équité, diversité et l'inclusion dans la conception des projets. Alors, vous allez obtenir un maximum de 50 des 100 points. Alors, le projet va évaluer les IDI. Ça démontre qu'ils ont une approche de la planification qui porte non seulement pour pouvoir atteindre les objectifs du projet, mais aussi d'intégrer des principes d'équité, de reconnaissance et de diversité, aussi l'inclusion active de toutes les différentes parties prenantes. Cette approche aussi vise à créer des projets qui non seulement est capable de délivrer les résultats, mais aussi d'assurer les DI. C'est surtout important pour pouvoir s'attaquer à des disparités socio-économiques et culturelles, puis aussi d'offrir une société beaucoup plus équitable. Des questions qui portent
sur la conception du projet comprend la CS+, incluant la diversité dans les populations des clients ciblés et servis. Ça représente 50 de la note ou juste à 25 points. Alors, le bailleur veut voir que le projet non seulement est capable de prendre en considération le genre, mais prend aussi en considération un panoplie beaucoup plus large de diversité lorsque tu es en train d'évaluer les programmes ou les services pourraient avoir une incidence sur différents segments de la population ou de votre clientèle ciblée. La vérité, la réconciliation représente 30 de votre note ou 15 points de la note EDI à la conception du projet. Cela veut dire que justement le bailleur de fonds veut voir justement un engagement solide pour intégrer des efforts de vérité et réconciliation dans la conception des projets avec un impact important sur la note des EDI. Et pour terminer, les programmes ciblés pour des populations de clients méritants d'équité vaut 20 au 10 au 10, 10 points pardon, de la note EDI pour la conception du projet. Cela porte justement, comme vous avez décrit, toute mesure ciblée pour des populations ou des priorités. À titre d'exemple, par exemple, un programme qui est capable de répondre à la violence fondée sur le sexe. Peut-être vous êtes en train de parler de pouvoir faire progresser l'équité des gens. Peut-être vous êtes en train de vous attaquer à le racisme ou des programmes qui ciblent des aînés ou d'autres populations vulnérables. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la collecte de données sur les dés dans la capacité organisationnelle n'est pas notée. Cela veut dire ce que justement l'IRCC va demander aux organisations de répondre à des questions d'autodéclaration qui portent justement sur leur politique pour lutter contre le racisme, d'harcèlement, de racisme, et de voir quel type de barrières existent au sein de leur programme. Aussi, il y a toute la diversité parmi les cadres, parmi les administrateurs et la diversité au sein du personnel de première ligne. Même si l'RCC vous demande pour des réponses à cette question, autodéclarer la manière dont vous allez répondre, même la manière dont que vous recueillez ou ne recueillez pas, ne va pas avoir une incidence sur la note. Vraiment, l'IRCC vise à comprendre et de pouvoir recueillir leurs propres données à l'interne. Merci. Prochaine diapo. Merci beaucoup, Lisa, pour cette présentation. Alors, ça nous amène à la fin du processus de demande de cet atelier. Maintenant, on aimerait vous offrir justement des stratégies de rédaction de propositions. Je dirais plus que c'est des astuces qui pourraient vous aider dans la préparation de votre demande ou d'autres propositions que vous êtes en train de préparer. Alors maintenant, j'aimerais partager cela avec vous. Alors, si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. La première chose à faire, c'est vraiment la recherche. On vous invite vraiment de comprendre le processus de demande l'IRCC ou tout autre processus de demande. C'est important de comprendre leurs priorités, leurs valeurs et leur domaine d'intérêt. Cela va vraiment vous aider à informer votre préparation. On vous demande aussi de bâtir une relation avec le bailleur du fonds. C'est important. C'est pas uniquement d'obtenir des fonds, c'est de pouvoir établir ces liens de long terme qui peuvent avoir un impact au long terme. Alors, vous pouvez voir comment votre proposition peut s'arrimer avec, dans ce cas-ci, la vision de l'IRCC de pouvoir offrir des services à la bonne clientèle au bon moment. Aussi, est important de réviser la foire aux questions du bailleur de fonds. C'est vraiment un trésor de renseignements. Ça, c'est une manière de pouvoir en aperçu des questions qui sont demandées. Il y a aussi un lexique à la fin pour comprendre les termes. Et c'est aussi important de demeurer réaliste. C'est important de s'assurer que votre proposition s'arrime avec les attentes du bailleur de fonds ainsi que leurs limitations. C'est important de parler dans votre propre voix. Je pense qu'il est important de vraiment démontrer votre passion. C'est vraiment l'occasion à vous de saisir pour pouvoir mettre en lumière le travail que vous êtes en train de faire. C'est aussi important de demeurer pertinent, de démontrer l'importance que
que le projet représente pour l'organisation, dans tout en matière d'EDI? Est-ce que ça touche sur la violence sur les gens? Et c'est aussi important de pouvoir d'incorporer des données, d'autres éléments de preuve. Alors, des, des chiffres, des histoires de réussite, c'est vraiment d'offrir beaucoup plus de poids à votre demande. Et aussi, c'est important de mentionner les partenaires, les sources de financement supplémentaires telles que mentionnées par Lisa. C'est vraiment une manière de rehausser votre demande. Ça démontre aussi que vous avez des ressources et aussi vous avez des liens établis. Et un élément fort important, c'est de s'accorder du temps. Les demandes préparées la dernière minute ne vont pas refléter votre meilleur travail. Et si votre demande doit être déposée d'ici quelques semaines, c'est vraiment important de prendre le temps pour préparer la demande. Ça prend assez de temps et tout le portal c'est qu'il y a beaucoup de nuances pour les nouveaux qui sont en train de préparer de la demande. Alors, ça va prendre du temps à s'habituer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, vis-à-vis le téléchargement des fichiers, alors les fichiers ne peuvent pas dépasser les 10 mégabits. Alors, c'est important de préparer vos documents en amont pour pouvoir les téléverser au portail d'inscription. Surtout que c'est une bonne pratique avant la dernière semaine. Alors, à titre de rappel, ça ferme le 31 janvier. Peut-être vous êtes en train de vous demander pourquoi vous devrez faire cela en amont. Ça évite de pouvoir réduire le risque de surcharger le système dans les heures finales de la période de soumission. Alors, c'est très important de le déposer le plus tôt possible. Cependant, si vous rencontrez des problèmes techniques lorsque vous êtes en train de compléter votre formulaire de demande dans le système de subvention et contribution, ou si vous avez un grand document et que vous ne savez pas comment réduire sa taille, il y a une aide technique disponible via le service de dépannage du SSC. Alors, Lisa va vous donner l'adresse courriel dans la boîte de clavardage. Alors, c'est vraiment de pouvoir éviter tout stress de dernière minute en vous préparant en amont. Alors, voici les coordonnées de l'IRCC. On va aussi le partager, les coordonnées, pour voir si vous avez des questions vis-à-vis la demande de proposition. Lisa, si vous pouvez le partager dans la boîte de clavardage. Alors, Adèle, est-ce que on va passer à la prochaine section maintenant parce que nous avons terminé la présentation. Alors, je pense que ce serait un bon moment de prendre une pause de 5 à 10 minutes, c'est comme vous le souhaitez. Et une fois qu'on retourne de la pause santé, on va passer à travers les questions qui ont été envoyées dans la session du 21 décembre. Alors, c'est à vous de décider quelle durée la pause santé devrait durer. Alors, on va prendre une pause de 5 minutes. On sera de, on sera de retour ici à 12h50, heure de l'Est. Je vais aussi l'inclure dans la boîte de clavardage, comme ça tout le monde est au courant de l'heure de retour suite à notre pause santé, qui sera à 12h50, heure de l'Est. Merci.
Alors, il est 12h50, heure de l'Est. La pause de santé est terminée. Alors, merci, Kisha et Lisa. Alors, maintenant, on va passer à la prochaine section qui porte sur les questions-réponses. Alors, on va répondre aux questions qui ont été posées pendant la session du 21 décembre. Et par la suite, on va passer au Slido pour répondre aux questions que vous avez posées aujourd'hui. Merci. Kisha, lorsque vous êtes prête. Alors, je veux juste voir que Lisa est de retour. Parfait. Alors, merci beaucoup à tous. Maintenant, on va passer à la période de questions-réponses. On va commencer avec les questions qui ont été posées le 21 décembre. Alors, première question est la suivante. Comment l'analyse de la vérité et la réconciliation des LDI et l'ACS+ doivent être appliquées aux activités de projet ou à l'ensemble du projet? Est-ce que vous êtes en sourdine? Alors, je pense que Lisa a un problème technique avec son micro. Alors, je vais répondre à la première question. Alors, on va voir Lisa, je pense qu'elle est en train d'essayer à nouveau. Non, Adèle, est-ce que vous m'entendez? Juste pour confirmer. Oui, moi, je vous entends, Kisha. Je- Ah, mais non, là. Oui, Lisa, on vous entend présentement. Est-ce que vous juste prendre quelques secondes? Si vous pouvez parler juste pour vous assurer qu'on vous entend. Alors, le son n'est pas parfait, mais est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez? Oui, maintenant, le son est meilleur. Merci. Bon, oui, on recommence. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui, absolument. Alors, la première question est la suivante. Comment l'analyse de la vérité de la réconciliation de l'EDI et de l'ACS+ doivent-ils être appliqués aux activités du projet ou à l'ensemble du projet? Alors, cette demande proposée sur un processus concurrentiel. Alors, c'est important de pouvoir intégrer des éléments de la vérité, la réconciliation de l'idée et et de la CS+, peut vous donner jusqu'à 50 points de votre note de 100 points. Alors, il y a différentes manières de pouvoir l'appliquer à votre projet et même à votre structure organisationnelle. Alors, vous pouvez considérer comment vous avez développé des politiques anti-harcèlement, des politiques fondées sur l'équité, comment est-ce que votre organisation met en œuvre la ACS+ en œuvre au sein de l'organisation, comment s'assurer que la politique répond à tous les différents de groupes méritants d'équité et différentes barrières qui pourraient exister pour eux lorsqu'ils participent au sein de vos programmes. Ça comprend des programmes pour des populations qui font face à des barrières plus élevées, par exemple, toutes les groupes vulnérables, les aînés, les jeunes, les personnes vivant avec des handicaps, entre autres, et comment vous êtes capable de répondre à des enjeux plus spécifiques. Alors, par exemple, la violence fondée sur le sexe, le genre, la santé mentale. Vous pouvez aussi intégrer aussi justement le ACS+ dans votre effectif et dans vos administrateurs, mais c'est aussi important de pouvoir comprendre ces données dans la conception de votre projet. On peut passer à la prochaine question, s'il vous plaît. Kisha, je pense que vous êtes en sourdine au cas où que vous êtes en train de parler. Oui, non, merci pour ce rappel. J'étais en train de parler en sourdine. Alors, la prochaine question est la suivante. Quelles sont les implications du fait de ne pas suivre formellement les lignes directrices de la CS+ pour le programme ciblé? Alors, quelles sont les implications? Réponse. Alors, à part des principes cœur et de la note, l'approche fondée sur les résultats et l'efficacité des ressources, toutes les propositions vont recevoir une note DDI à part vis-à-vis de la conception du projet, comment justement le ACS est intégré. Alors, la vérité, la
réconciliation, la vérité ou- et aussi les groupes méritants l'équité. Alors, tous ces éléments-là vont être pris en compte dans la prise de décision. Alors, l'IRCC encourage les demandeurs de comprendre tous ces éléments dans la conception des projets, même aussi dans la mise en œuvre de projets, dans l'évaluation de projets. Ils vous encouragent de le faire pour pouvoir créer justement un programme efficace pour les nouveaux arrivants. Alors, je pourrais dire, si vous n'avez pas respecté ces lignes directrices, votre note pourrait être impactée. Merci pour cette réponse. On va passer à la prochaine question. Alors, la prochaine est la suivante. Alors, quelles stratégies peuvent être utilisées pour élaborer une proposition qui inclut les activités relevant à la fois de la SNRA et les connexions communautaires? Réponse. Alors, ceux qui vont réussir vont demander d'utiliser les modèles d'évaluation nationale. C'est un modèle qui est offert par l'IRCC, mais essentiellement, c'est de pouvoir informer les outils d'évaluation des programmes écrans pour voir comment ils sont en train de livrer les services de référence ou de la SNRA. Ça vise à pouvoir déterminer les besoins dans différentes régions, de, par exemple, l'orientation, l'accueil, la formation linguistique, l'emploi, aussi de pouvoir inclure des groupes dans les différentes communautés. Alors, je pourrais dire une stratégie pour préparer une proposition qui comprend des activités en vertu le SNRA, la connectivité communautaire, c'est utiliser une approche qui est fondée sur le langage. Alors, c'est d'informer la clientèle que les programmes sont disponibles en français par les fournisseurs francophones par suite d'évaluer les besoins fondés sur les genres de capacité ou de rendre ou de référer la clientèle à différents services qui sont capables de répondre à leurs besoins intersectoriels en les mettant en lien avec les communautés qui parlent leur langue et qui a un mandat pour répondre aux besoins de manière libre de barrières. On va passer à la prochaine question maintenant. Donc, la prochaine question est la suivante. Est-il nécessaire de choisir un flux de financement après avoir sélectionné les services indirects et la sélection prioritaire s'applique-t-il ou tel aux services indirects? Alors, votre choix, ça va dépendre vis-à-vis qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous êtes capable de livrer. Alors, c'est vraiment, ça dépend de votre capacité et vos ressources disponibles, que ce soit les vôtres ou de vos partenaires. Alors, par exemple, si vous êtes capable de soutenir deux résultats indirects, le premier résultat serait, par exemple, de pouvoir rapporter des soutiens pour les nouveaux arrivants. Ça comprend aussi des groupes méritants d'équité qui comprend des composantes directes. Alors, par exemple, peut-être vous êtes en train de faire des des campagnes de rayonnement vis-à-vis l'emploi ou pour pouvoir replacer la clientèle. Alors, la portée, c'est pouvoir accroître la capacité de votre organisation pour livrer ces services. Le deuxième résultat que l'IRCC s'intéresse à, c'est les partenaires de l'établissement pour assurer l'établissement de ces groupes dans les petites, moyennes et grandes communautés, y compris les nouveaux arrivants francophones. Alors, ça comprend aussi les partenaires et leur capacité pour pouvoir travailler avec des nouveaux arrivants, de pouvoir répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Alors, par exemple, justement, les travailleurs d'établissement dans les écoles qui travaillent avec l'effectif de l'école pour pouvoir répondre à des besoins spécifiques. Les activités indirectes devraient toucher sur un des deux résultats de l'IRCC indirect. Il est donc important que la portée de votre résultat, par exemple, le secteur d'établissement, des parties prenantes, différentes lignes d'établissement,
y compris les employeurs et la cible pour pouvoir à quoi la capacité de la CS+, ou de pouvoir assurer la rétention des nouveaux arrivants. Alors, c'est très important que ça soit clairement indiqué. Alors, je pense que c'était la réponse à cette question. On peut passer à la prochaine diapo. En ce qui concerne les demandes, est-ce qu'il faut qu'il y ait des demandes séparées pour chaque volet de financement? Les candidats peuvent demander du financement dans le cadre du programme d'établissement ou le programme d'assistance à la réinstallation, ou pour les deux programmes. Mais lorsque vous faites une demande pour les deux programmes, il faut qu'il y ait une demande par programme. Ce processus de financement couvre les services directs et indirects qui sont financés dans le cadre des deux programmes. Il y a 3 thèmes: l'intégration de la francophonie, l'amélioration des services et le 3e programme que nous avons mentionné le 21 décembre. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le volet équité, c'est un financement dédié uniquement au programme d'établissement. Il s'agit ici de soutenir les organismes qui soutiennent les femmes migrantes, les communautés racialisées et la communauté de LGBTQIS+, ainsi que les organismes donc, qui visent à accroître la participation de ces groupes. Lorsque vous pensez à votre demande de financement, pensez d'abord à votre programme. Est-ce que c'est un programme qui aide à l'établissement ou à la réinstallation? Ensuite, pensez aux différents volets, que ce soit le volet pour la francophonie, le volet équité ou le volet amélioration des services. Nous allons maintenant passer à la prochaine question. Qu'est-ce que cela signifie non financé dans le contexte du volet équité? Les projets qui ne sont pas financés dans le cadre du volet équité sont les projets, par exemple, qui visent à le développement de ressources uniquement, car ces projets-là ne sont pas liés au renforcement de capacité. Il s'agit aussi de projets qui sont uniquement axés sur le développement d'outils. Par exemple, votre projet vise à développer une application ou un site web. Dans ce cas-là, il s'agit de projets qui ne sont pas finançables. Il s'agit aussi, par exemple, du développement d'activités qui ne sont pas liées au programme d'établissement. Cela inclut aussi les conférences ou l'organisation d'événements, par exemple. Il s'agit là de projets qui ne sont pas finançables. Maintenant, il y a des questions sur l'admissibilité et la conformité. Est-ce que les principes cœur s'appliquent aux partenariats d'immigration locaux? Étant donné que les partenariats locaux pour l'immigration doivent démontrer le fait que les communautés soient prêtes pour ces programmes et le fait qu'il y ait des documents de soutien qui soient nécessaires, vous pouvez utiliser des soutiens communautaires que vous avez déjà en place pour prouver cela. Donc, lorsque vous pouvez montrer que votre approche est axée sur le client et que votre programme répond aux besoins des clients, vous pouvez par exemple avoir des lettres de soutien de partenaires, des partenaires de différents secteurs, des partenaires qui sont dans le milieu des services d'urgence, de l'éducation ou autres, des services de santé par exemple. Vous pouvez aussi montrer comment au niveau municipal, vous partagez des ressources et vous répondez aux besoins et vous pouvez montrer votre engagement au sein des partenariats, que ce soit en tant que membre ou observateur. Dans ce cas-là, oui, ces principes s'appliquent.
Autre question, est-ce que les agences, les organismes non caritatifs peuvent répondre à l'ADP, l'appel de proposition, et est-ce qu'ils peuvent utiliser un fiduciaire caritatif? Oui, les organismes caritatifs, non caritatifs peuvent déposer leur demande. Les gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux, les organismes à but non lucratif, incluant les organismes non gouvernementaux, les ONG, les groupes communautaires, les organismes réglementaires, les autorités pour l'apprentissage, les entreprises, incluant les entreprises qui fournissent des services indirects, comme par exemple des employeurs qui recrutent des nouveaux arrivants, des organisateurs de conférences et autres. Et il y a aussi des institutions éducatives, par exemple une commission scolaire et même des individus. Donc, toutes ces personnes sont admissibles. Il y a ensuite des critères d'admissibilité pour chacune de ces catégories, mais en ordre général, toutes ces catégories que je viens de mentionner sont admissibles pour déposer une demande. Maintenant, il y a des questions sur le contenu de la demande et les limites de caractère. En ce qui concerne les sections de la demande, quelle est l'utilisation optimale de caractères, du nombre de caractères? Et est-ce que c'est possible d'être bref? Dans chaque section, ce sera indiqué le nombre limite de mots. Nous en avons parlé dans notre première présentation en décembre. Nous étions très spécifiques en ce qui concerne le nombre limite de mots. Pour la première section, il s'agit du résumé. Vous ne pouvez utiliser que 1500 caractères. Et cette limite de caractères inclut les espaces. Vous ne pourrez pas sauvegarder votre travail si vous avez utilisé plus de caractères, mais vous pouvez utiliser moins. Donc, vous pouvez être concis, c'est toujours accepté tant que vous répondez à la question. Vous pouvez utiliser autant de caractères que c'est nécessaire pour fournir le plus d'informations possible pour que votre demande puisse être évaluée au mieux. La prochaine question, c'est quelles sont les spécifications des limites de caractères liées aux descriptions d'activités? C'est au maximum 1500 caractères pour décrire toutes vos activités. Je suis d'accord avec ceux et celles qui pensent que ce n'est pas suffisant, mais sachez que pour répondre aux questions, dans la section description d'activité, il faudra répondre aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que l'activité est appropriée? Quand est-ce que l'activité aura lieu? Quelle sera la fréquence de l'activité? Par exemple, mensuellement, hebdomadairement. Comment est-ce que vous allez mettre en place l'activité et comment est-ce que les clients directs vont bénéficier de l'activité? Autre question, comment est-ce que vous allez engager les clients et quelles seront les stratégies de mitigation pour assurer le succès des activités? Maintenant, des questions sur les documents de support et le budget. Première question, est-ce qu'on peut inclure des vidéos? Les images et vidéos peuvent être inclus comme documents de soutien. Kisha a mentionné plus tôt, lorsqu'elle parlait des documents obligatoires, IRCC n'accepte que des documents qui ne sont pas plus gros que 10 mégaoctets. Si votre fichier dépasse 10 mégaoctets, le système ne va pas accepter votre fichier. Vous aurez un message qui va apparaître pour vous dire que vous ne pouvez pas continuer. Et il va falloir diminuer la taille de votre fichier. Autre question, est-ce qu'il faut qu'il y ait un plan budgétaire sur 5 ans?
il faudra en fait qu'il y ait un budget pour chaque année. Si votre budget, votre projet s'étend que sur 3 ans, vous allez offrir un budget sur 3 ans. Ce n'est nécessaire que d'avoir un budget sur 5 ans si vos activités sont planifiées sur 5 ans. Merci Lisa. Prochaine diapositive. Maintenant, en ce qui concerne l'alignement des services et la description du programme. Première question, est-ce que les services doivent être alignés avec au moins une des 5 priorités? Les services peuvent être alignés avec plus qu'une des priorités. Mais oui, il faut que ce soit aligné avec au moins une des priorités. Deuxième question, est-ce que la description des programmes doivent se concentrer sur la programmation ou les activités proposées par l'appel de proposition? La description des activités, le résumé et les programmes ciblés doivent être détaillés et ces détails impliquent vos activités proposées. Si vous voulez parler de vos programmes actuels et de vos activités actuelles, vous pouvez le faire dans la section 6, dans la section capacité du projet. Dans la section 6, vous pourrez mentionner les programmes passés, les activités passées. Vous pourrez parler des résultats, leçons apprises, histoire à succès, des ressources et infrastructures que vous avez déjà en place. Donc, dans la même section, voici d'autres questions. Première question, comment est-ce qu'on sélectionne le public cible, surtout pour les personnes vivant avec un handicap et d'autres identités intersectionnelles? Ce que nous recommandons, c'est que votre public cible soit sélectionné selon votre expérience et les activités que vous voulez cibler. Pensez à la façon dont vous pouvez créer vos activités ou améliorer vos activités. Pensez aux activités qui représentent des obstacles. Par exemple, des programmes pour les femmes, les aînés. Pensez, par exemple, à des enjeux de santé mentale ou de violence fondée sur le genre. Vous pouvez, par exemple, essayer d'aborder certains éléments comme l'accessibilité, les droits, les responsabilités et les services, par exemple, pour personnes vivant avec un handicap. Et vous pouvez visualiser des ressources gouvernementales en ligne. Vous avez, par exemple, des activités sociales et autres. Autre question, comment est-ce qu'on définit ce qui est high-tech ou hautement technologique dans le contexte des services? Ici, on parle des services en personne ou à distance. En ce qui concerne les services en ligne et technologiques, l'aspect high-tech ou technologique correspond à cela. Donc, lorsque dans le cadre de vos programmes, vous utilisez une application ou un logiciel, le service en soi peut être auto-administré dans le cadre, par exemple, d'une connexion en ligne pour accéder plutôt à une application 24 heures sur 24. Dans tous les cas, ces services-là doivent soutenir des nouveaux arrivants pour qu'ils puissent, par exemple, accéder à des services. Et donc ça, cela correspond à hautement technologique et moins technologique, c'est ce qui peut être accédé par courriel ou par téléphone. Maintenant, en ce qui concerne les partenariats et applications conjointes, il s'agit des 2 dernières questions. Première question, est-ce que des partenariats et des lettres de soutien sont nécessaires? Non, les partenariats ne sont pas obligatoires, mais les partenariats sont encouragés par IRCC. Si vous avez un partenaire en tête, que ce soit confirmé ou non, incluez-les dans la section 6. En ce qui concerne une lettre de soutien ou de recommandation, cela n'est pas nécessaire. Mais si vous avez une lettre de recommandation de votre partenaire,
Incluez le partenariat, le niveau de soutien du partenaire, les activités conjointes et autres. Si vous avez des partenariats, vous aurez un plus haut score, car cela montre que vous avez une utilisation efficace des ressources. C'est l'une des exigences clés. Et cela augmente aussi le score de vos chances de réussite. Dernière question que nous avons reçue. En ce qui concerne les applications conjointes, est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce que plusieurs demandes peuvent être soumises en tant que directeur de la demande ou sous-partenaire? Il n'y a pas de restriction en ce qui concerne les applications conjointes de partenaires. Comme je l'ai mentionné, IRCC vous encourage d'utiliser les ressources communautaires de façon efficace grâce à des partenariats stratégiques. Un organisme peut former un partenariat et fournir du soutien dans plusieurs projets. Donc, la personne principale qui soumet la demande ne peut pas le faire à plusieurs reprises. Merci, cela est important. Alors, je suis en train de mentionner que les partenaires peuvent établir des partenariats avec plusieurs demandeurs sur différents projets, mais le demandeur principal ne peut pas envoyer une demande plus qu'une fois. Merci, Lisa. J'espère que cela a été clair. Merci pour ces réponses, Adèle. Alors, ça, c'était la dernière des questions qui a été partagée le 21 décembre. Alors, on va arrêter le partage d'écran présentement, puis on va vous inviter, Adèle, à venir. Merci beaucoup, Kisha et Lisa, pour cela. Juste pour faire écho les propos de Kisha, nous avons terminé les questions qui ont été envoyées le 21 décembre et maintenant, on va passer aux questions qui ont été posées aujourd'hui. Et on va commencer avec la première question qu'on voit ici et par la suite, on va passer à travers toutes les questions. Alors, Lisa, la question est la suivante. Alors, les principes cœurs sont-ils également utilisés pour accéder à des services indirects? Pour évaluer? Peut-être c'est évaluer et non accéder. Oui, c'est évaluer, effectivement. Alors, la réponse courte est oui. Effectivement, oui. Toutes les activités, que ce soit directes ou indirectes, sont évaluées vis-à-vis les principes cœur. On va passer à la prochaine question, Idel. Alors, si on ne sait pas les quelles dépenses en nature seront couvertes par la mise en œuvre du programme au cours des 5 ans, que recommande-t-on? Alors, si vous ne savez pas quelles dépenses en nature seront couvertes, je vous dirais que pour agir de manière sécuritaire, je ferais plus une estimation. Alors, si vous allez faire une estimation, je dirais, alors de le refléter dans une lettre de soutien de la part d'un partenaire. Je ne vais pas énumérer des services en matière de dépenses en nature qui sont aléatoires. Alors, c'est un potentiel que vous allez offrir des dépenses en nature. Peut-être vous êtes en train d'établir un partenariat avec quelqu'un, vous avez un engagement de 2 ans, 2 ans, disons. Mais je suis en train de vous dire si ça fonctionne pendant ces 2 ans, puis on est toujours en, en place et on va continuer de vous soutenir pendant une période de 3 ans. Alors, je vous recommande que vous ajoutez cela et que vous soyez très clair. Alors, pour dire évidemment, dans un document formel ou dans une lettre de soutien, vous allez indiquer l'intention. Vous avez l'espoir que cette somme sera disponible. Parce que si vous établissez ce partenariat avec le bailleur, vous allez être financé tout changement qu'il pourrait avoir pendant le projet ou la durée de votre projet pourrait être géré. Alors, il y a de la marge de manœuvre pour pouvoir changer dans votre ligne budgétaire, dans les livraisons de projet. Il y a de la marge de manœuvre. Alors, les bailleurs vont pas dire que vous avez des dépenses en nature pour vos 3 ou 4 qui peut-être vont pas avoir lieu. Il pourrait y avoir une manière de pouvoir apporter des ajustements à la situation. Merci beaucoup, Alicia. On va passer à la prochaine question maintenant. Les renseignements sur les autres bailleurs de fonds doivent-elles être inclus dès la création de l'organisation ou seulement à partir du dernier contrat
sous information sur la capacité des organisations. Absolument. Alors, si vous avez un engagement d'un autre bailleur de fonds vis-à-vis de votre projet, que ça soit confirmé ou anticipé, oui, j'ajouterais cette partie. Les bailleurs aiment voir que les organisations faire leur devoir. Ils passent le temps à faire leurs recherches, à planifier, d'identifier des ressources à l'extérieur de ce bailleur. Et en effet, peut-être ça va être, ça va vous surprendre, ça va justement rehausser le fait que vous êtes une organisation fiable. Alors, vous êtes en train de dire, si je ne reçois pas votre financement, j'ai un soutien d'un bailleur, un autre bailleur qui est un consignataire ou qui a un intérêt dans mon projet. Des fois, les bailleurs sont en contact avec d'autres bailleurs de fonds. Alors, c'est vraiment un bénéfice si vous avez d'autres sources de financement et c'est important d'énumérer parce que si ces deux bailleurs de fonds ont une relation, peut-être ils vont être en communication pendant l'évaluation de votre demande pour pouvoir coordonner des efforts pour dire que je veux financer, si vous financez, moi aussi je vais financer. Merci, Lisa, pour cette réponse. Alors, je pensais qu'il y avait une autre question qui a été posée. Ben, la question est la suivante. Alors, activité. Les partenariats communautaires, engagement, alors, ce que ça veut dire que toutes les activités LP doivent être énumérées dans cette section en moins de 1500 caractères. Si je comprends la question, la réponse est la suivante. Alors, toute section dans la demande qui a une limite de caractère, c'est important de respecter cette limite ou la limite de caractère. Ça ne va pas de pouvoir passer à l'autre section parce que si vous dépassez ces 1500 caractères, vous n'allez pas pouvoir passer à la prochaine section. J'utilise des acronymes, différentes stratégies que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi demander de l'aide des constructeurs de langage clair, quelqu'un qui a les compétences pour pouvoir prendre ce libellé et le rendre plus précis et concis pour pouvoir préparer votre demande et d'essayer de répondre et de respecter la limite de caractère. La prochaine question est la suivante. Alors, quels documents obligatoires doivent être envoyés par la municipalité? Ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de demander à la RCC. Alors, j'ai partagé un courriel. Je pense que je vais juste l'afficher à nouveau dans la boîte de clavardage. Alors, le voilà. Alors, si ça fait partie de la foire aux questions de la ligne directrice, je vous inviterai à les contacter directement. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la prochaine question. Devons-nous justifier le pourcentage sélectionné? Alors, je ne comprends pas le contexte exactement, mais je pense qu'il parle de le pourcentage des coûts administratifs. Je vais, je ne suis pas très claire, c'est pas très clair pour moi la question. Alors, vis-à-vis la partie description, vous pourrez le justifier, mais dans la plupart des demandes, la plupart des bailleurs s'attendent entre 10 à 15 des coûts administratifs et normalement, c'est 10 à 15 du budget complet. Mais malgré le pourcentage que vous avez utilisé, c'est automatiquement calculé pour vous. Alors, on a le temps pour une autre question qui est la suivante. Quelles sont les dépenses éligibles incluses dans le poste administratif? Alors, le poste administratif, c'est un montant négocié, c'est par défaut. Alors, vous n'avez pas besoin d'inclure une description ici. Alors, c'est c'est- c'est juste un poste par défaut. C'est un poste administratif par défaut. Et par la suite, vous allez inclure votre pourcentage, que ce soit 10 ou 15 et ça peut être calculé automatiquement pour vous. Lorsque vous êtes en train de choisir des dépenses, vous êtes en train de faire dans la partie qui porte sur la livraison des projets. Adèle, est-ce que nous avons le temps pour une autre question? Oui, je pense qu'on a eu le temps pour une autre question.
Si nous avons déjà eu le CA, existe-t-il une ressource, existe-t-il une ressource pour trouver des, des entrepreneurs expérimentés qui peuvent donner des conseils sur les coûts appropriés et compétitifs? Lorsque vous parlez sur une ressource, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dirais que vous avez besoin d'utiliser une ressource à l'interne pour pouvoir identifier quelqu'un qualifié, un comptable agréé. Alors, je vous inviterai à parler à vos organisations partenaires, quelqu'un qui travaille dans le même domaine que vous pour pouvoir peut-être vous partager des ressources, peut-être vous faites une requête sur Google, mais ça demanderait de faire de la recherche pour trouver justement un comptable agréé. Merci beaucoup, Adèle. Je pense qu'on arrive à la fin de la présentation. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Kisha et Lisa, pour votre présentation. Alors, il nous reste quelques diapos avant de clore la session aujourd'hui. Alors, Lisa, Kisha, est-ce que vous avez un mot de clôture pour notre auditoire? Alors, simplement, si vous souhaitez vous mettre en contact avec nous, vous pouvez nous contacter à travers notre courriel ou sur les réseaux sociaux. Vous avez nos coordonnées ici dans la boîte de clavardage et sur la diapo. Mais on aimerait vous remercier d'avoir partagé cet espace pour vous présenter ces étapes et on serait ravis de répondre à toutes questions que vous pourriez avoir et ou peut-être se mettre en contact avec vous, Adèle, s'ils ont des questions. Lisa, est-ce que vous avez un mot de clôture? Non. Non, simplement, merci beaucoup pour cette occasion. J'espère que ça a été utile. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend présentement. J'espère que les gens étaient capables d'obtenir des renseignements pertinents. J'espère que les gens ont obtenu des belles idées, des renseignements et qui sont bien équipés pour pouvoir compléter leurs demandes. Je souhaite toutes les organisations la réussite et de la chance dans toutes vos différentes initiatives. Merci beaucoup, Kisha et Lisa. Alors, toutes les questions qui ont été envoyées à travers ces dons, ils ne seront pas oubliées. On va vous tous répondre. On va aussi vous offrir un document philosophique aux questions qui comprend toutes les questions qui ont été posées ainsi que leurs réponses. Alors, on va partager ce document à chaque personne qui assistait aux deux sessions. Alors, même si nous n'avons pas répondu à toutes les questions aujourd'hui, on va vous offrir les réponses dans ce document. À titre de rappel, j'aimerais rappeler à nos membres de l'auditoire, nous avons des sessions toujours disponibles. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, s'il vous plaît, prenez note que nous avons la gestion des ressources humaines et des bénévoles. C'est un atelier qui sera ouvert la semaine prochaine et par la suite la gouvernance. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite, n'hésitez pas à me contacter ou, suite à cette présentation, vous allez avoir une évaluation en français et en anglais à compléter et aussi un lien d'inscription pour s'inscrire à la série. On vous invite fortement pour compléter l'évaluation parce que ça nous aide à pouvoir apporter les améliorations nécessaires et quels éléments vous avez aimé et moins aimé. Alors, j'aimerais remercier à tout le monde pour votre assistance aujourd'hui. J'aimerais remercier nos animatrices, Lisa et Kisha. J'aimerais nous remercier nos interprètes, LSQ, nos interprètes français-anglais et tous nos sous-titreurs et tous les membres de CACI qui est présent et présente aujourd'hui, qui est en train de nous soutenir. Et j'aimerais remercier aux participants et participantes d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la semaine prochaine.